c'est bon. Oui, parce que j'aime bien quand on a des contacts. C'était Philippe Lafontaine avec Cœur de Loup sur IDFM Radio Anguin. Retrouvons maintenant l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Vous êtes en retard ce matin? Oui, ça arrive des fois. La chance vous offre de belles opportunités malgré des difficultés financières. Lion, vous assumez vos obligations professionnelles. Bonjour. Bonjour. Ça va? Il n'est pas là, le jeune homme? Stagiaire? Comment il s'appelle? Quentin. Quentin. Donc Julien, vous l'avez rencontré tout à l'heure, c'est notre technicien. Et Quentin, un jeune stagiaire qui est là avec nous pour 2 mois, je crois, ou 3 mois même. 4 même, 4 mois, qui vient d'arriver jusqu'au mois d'août. Verseau, tout a l'air de s'arranger pour vous, à condition de ne pas vous énerver. Poisson, faites un... Regardez votre pige de côté. La pige d'hier, je voulais garder de côté. Merci. Merci, bonne journée à vous Angélique. Vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Fin de la matinale, merci d'avoir été avec nous à demain matin 7h. Et juste avant d'accueillir le bar de l'économie présenté par Florence Sueur, un nouveau point sur l'actualité valdoisienne avec Sophia Duhart. Commençons à Gonesse. Le service civique a 10 ans et pour la... Excusez-moi, votre micro. Voilà. Okay. Commençons à Gonesse. Le service civique a 10 ans et pour le maire de la ville, Jean-Pierre Blasi, le bilan est positif. 550 jeunes ont profité du dispositif. Les personnes âgées de 16 à 25 ans peuvent, en échange d'une mission au service de la collectivité, bénéficier d'une bourse pour passer leur permis ou leur BAFA. Pour le maire, c'est une expérience de lien social, intergénérationnel et citoyen. Depuis le 1er février, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est dotée de 80 panneaux cédés le passage, réservés aux cyclistes sur les feux tricolores. Ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde, mais chacun y trouve son compte. Ils ont été installés pour qu'un cycliste passe au feu rouge sans griller la priorité aux automobilistes et piétons. S'il y a une flèche en bas du panneau, il faut passer que dans cette direction. Pour les automobilistes, c'est mieux puisqu'ils n'ont plus à attendre le passage des 2 roues pour tourner, dans la mesure où ils mettent plus de temps à démarrer. Poursuivons en parlant d'une société à but non lucratif, l'Éco-DDS. Elle organise une collecte des déchets chimiques, pots de peinture, mastic, colle, désherbants et produits de cheminée usagés. Cela se déroule au parking du Leroy Merlin d'Ozray à Osny le samedi 5 mai. De 10h à 17h, des animateurs seront présents pour vous rappeler les bons gestes afin de protéger notre environnement, comme par exemple ne pas jeter la peinture dans la canalisation ou des produits chimiques à la poubelle, mais de les ramener en déchetterie. Passons au rugby. Le Racing Club Vallée de Montmorency-Soisy a été sacré champion de l'Île-de-France en promotion d'honneur. L'équipe a battu le Red Star 28-3 en inscrivant 3 essais. L'Isle-Adam a perdu pour ne pas grand-chose, 23-26 contre Senlis, sa première défaite de la saison. Sarcelles a perdu 17-24 contre Bagneux dimanche dernier et Cergy-Pontoise s'est imposée face à Vincennes 15-11. Finissons avec une conférence intitulée Internet contre Interne Hate. Philippe Cohen, avocat et fondateur du label Respect Zone, vous invite à entendre 50 propositions pour détoxifier les réseaux sociaux. Rendez-vous le mardi 15 mai 20h30 à la petite salle des fêtes d'Enghien-les-Bains. Renseignements au 06 60 13 90 95. Voilà, c'est notre générique. On y va. Nickel. Merci Christophe. Merci à vous. Merci Christophe. À tout à l'heure. Ok, alors parlez bien avec le micro, si on peut manger. Et on est parti Florence. On y va. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur IDFM. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif de notre émission, le bar de l'économie. Regardez-nous en live via Facebook ou écoutez-nous sur la FM ou en web radio comme vous le souhaitez, comme vous pouvez surtout. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a publié son rapport hier. Les niveaux de pollution de l'air restent dangereusement élevés dans de nombreuses parties du monde. 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants. Les dernières estimations
révèle que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air ambiant, l'air extérieur, et à cause de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations. Le chiffre, c'est 40 000 pour la France. Plus de 90% des décès dans le monde dus à la pollution se produisent dans des pays à faible revenu ou intermédiaires, comme on dit, principalement en Asie, en Afrique, et puis les pays à faible revenu, comme ceux des régions de la Méditerranée orientale, de l'Europe et donc des Amériques. Aujourd'hui, nous recevons Georges Viglietti, président cofondateur de SoWeFund. Bonjour Georges. Bonjour Florence. Vous levez des fonds, entre autres, au service de l'urgence humanitaire et de la planète, et vous êtes accompagné de 2 startups, Watura et AgriLoops. Sébastien Rigal, vous êtes le fondateur de Watura. Bonjour. Bonjour Florence. Jérémy Cognard, vous avez cofondé AgriLoops. Bonjour aussi. Bonjour Florence. Donc nous sommes le 3 mai et avant de vous passer la parole, j'ai une petite info concernant l'emploi, un événement à ne pas rater. Aujourd'hui, au Carreau du Temple à Paris, c'est le métro Temple, l'opération Paris des métiers qui recrutent, c'est la rencontre avec 150 structures qui vous proposent environ 1500 offres d'emploi ou de formation dans plusieurs secteurs comme l'action sociale, la santé, les services à la personne, 670 postes à pourvoir, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs, 406 offres, le commerce, la vente, la grande distribution, 213 offres, le transport et la logistique, 190 postes. Parmi les entreprises présentes, Bateau Parisien, Bateau Bus, Le Bon Marché, Prêt à manger, Frichti, Dream Castle Hotel, Magic Circus Hotel, Léon de Bruxelles, Sodexo ou encore Sushi Shop, mais aussi la ville de Paris qui propose des offres d'emploi dans les domaines de la restauration collective, de l'animation et de la médiation, ou de la santé même, pour la petite enfance. Enfin, la ville de Paris organise une nouveauté d'ailleurs, pour ses choix d'animateurs, elle fait un job dating. Allez-y, courez, jeudi 3 mai de 10h à 17h, au Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller à Paris dans le 3e, métro République ou Temple, comme vous voulez. Vous pouvez aussi regarder sur parisrecrute.fr. Avant de rejoindre notre fonds, parce qu'on est très intéressé à savoir comment fonctionne un fonds, le fonds notamment SoWeFund, pour aider les jeunes entreprises à démarrer, on va tout d'abord faire une pause musicale et je vous propose Bossa et Adèle. On a l'impression d'être à la plage. Voilà, c'est ça. Il fait beau, on est à la plage. Parce que le temps se réchauffe, il annonce 25 degrés pour le week-end. C'est vrai? Ouais, c'est un truc de ouf. Vive les claquettes ce week-end. La situation de Chasse Paris, à l'hiver. avec les 2 jours fériés. J'avais pas réalisé qu'il y avait 2 jours fériés. Oui, c'est 2 jours fériés. Ah ouais. J'ai envoyé un mail, j'ai des pays la semaine dernière. Mais moi, j'ai pas. Oui, non, vraiment tous le 15. bonjour. Tous les pays arrivent le 15, mais. Ah ouais, non, mais là, c'est sûr. Mais moi-même, c'est pas Il ne faut pas hésiter, hein, donc nous en suivons très doucement. Pourquoi vous ne vous habillez pas dehors? Ça fait pas de bruit. Il y a des ponts toute la semaine. N'importe C'est mieux, c'est fait pour les Une petite boîte qui devrait tout claquer la semaine. C'est obligatoire. de filer les jours, ça. Vraiment dire obligatoire pour les vacances. Ouais, c'est difficile. Là, on essaie même d'imposer de fermer 2 semaines en août, c'est dur, on est une petite boîte, on convainc aussi nos salariés parce qu'on Au contraire. on est ouvert, tu vois. Ah ouais, mais bon, s'il n'y a plus personne en début septembre, qu'on a le feu. Non, mais c'est ça, t'as raison. On leur impose de faire. C'est le système français qui veut ça. Dans les grosses structures. Dans les grosses structures, tu peux rester, tu vois, moins d'août. Parce que ça fait. Ouais. Non, mais même chez nous, parce que tu fais des choses qui sont efficaces. Et ça dépend qui, tu vois, notre CTO qui reste au mois d'août, ça ne dérange personne. C'est le bordel. J'ai pas de problème. On met combien de temps pour la pause musicale du coup? Je sais pas, ça fait combien de temps? 50 minutes là le morceau. Combien? Ah non, mais là c'est le disque en entier, on fait juste 2 minutes. Hein. Ouais, donc, On fait comme d'habitude. On fait 50 minutes. Moi, je crois qu'il ne faut pas changer l'œuvre de l'artiste quand même. En général, dans cette émission, c'est vrai qu'on coupe beaucoup les artistes, les pauvres. Ouais, mais c'est pour ça que je me demandais, parce que comme là en plus. Non, là c'est 2 minutes, c'est l'intro, c'est juste histoire de faire une pause musicale avant que le temps que ces messieurs se concentrent leurs idées. Sur WeFund, je suis passé sur BFM Business, c'est assez stressant quand même. C'est stressant, mais chez nous c'est pas stressant, c'est cool. Non, parce qu'il n'y a pas l'image. Comment? Non, il n'y a pas l'image aussi. Comment il n'y a pas l'image?
enfin excusez-moi, Facebook et BFM Business, il y a non, c'est le format aussi, c'était 2 minutes de pitch. Et puis, oui, mais Et donc, avec On y retourne. on y retourne. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler financement des startups, financement de jeunes entreprises, financement d'entreprises tout court, grâce à So We Fund, le fonds co-créé par Georges Viglietti. Alors Georges, justement, comment vous est venue cette idée? Quel parcours avez-vous eu pour créer ce fonds? Et avec vos petites économies, si j'ai bien compris. Exactement. Alors So We Fund, qu'est-ce que c'est? So We Fund, c'est une plateforme d'investissement participatif. Donc nous, on permet à chacun d'entre vous d'investir dans des startups innovantes dont l'objectif est de changer le monde et de répondre de temps en temps à certaines des sociétés qu'on met en ligne à l'urgence humanitaire et Oui, d'avoir parce un que vrai impact sociétal. Voilà, parce que pourquoi on parle de l'urgence humanitaire? Parce que ce qui m'avait interpellé et pourquoi je vous ai contacté, c'est au lancement de Zephyr Solar, qui sont des ballons que vous avez cofinancés, des ballons porteurs d'eau, qui déposent de l'eau là où il y a des besoins Alors, cruciaux. c'est des ballons qui vont permettre de créer de l'énergie dans des lieux où il n'y a pas d'électricité. Voilà. C'est un ballon qu'on va mettre très haut dans le ciel avec des panneaux photovoltaïques et qui va créer de l'énergie, de l'électricité avec un générateur en bas et qui va pouvoir, par exemple, permettre d'installer un hôpital de fortune dans plein désert. Et donc du coup, ça a un vrai impact sociétal. Nous, notre métier, encore une fois, c'est ça, c'est de proposer à notre communauté d'investisseurs, nos membres, ça peut être chacun d'entre vous, chacun des auditeurs aujourd'hui peuvent aller s'inscrire sur sowefund.com. Donc je précise, vous avez dit que vous étiez une plateforme participative, c'est-à-dire que c'est pour le particulier que le particulier puisse investir. C'est ça. Quelle que soit la... Est-ce qu'il y a une somme minimum? C'est 100 €. À partir de 100 €, on peut investir dans chacune des entreprises qu'on propose. Alors évidemment, vous n'investissez pas directement dans l'entreprise, vous investissez dans un véhicule intermédiaire qui lui-même va investir dans la société. Et donc à partir de 100 €, vous pouvez investir, devenir actionnaire de l'entreprise et du coup parier aussi sur le succès de ces entreprises pour revendre un jour avec un multiple, évidemment, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois le montant que vous avez investi à l'origine. Et ça, l'intérêt, c'est de donner un vrai sens à son argent, soutenir des entrepreneurs, mais aussi gagner de l'argent à la fin. Alors si j'investis 100 € par exemple, qu'est-ce qui m'assure que mes 100 €, vous n'allez pas partir avec la caisse, si je puis dire, entre guillemets? Quelle garantie a-t-on? C'est assez simple. Nous, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. On est contrôlé régulièrement sur la gestion de nos flux financiers, justement. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Puis il y a des assurances pour les particuliers qui passent par notre plateforme. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, le risque quand on met 100 €, c'est que l'entreprise sur laquelle on a misé fasse défaut au bout de 2, 3, 4 ans et dépose le bilan et n'arrive pas à développer l'activité qu'elle avait souhaité développer. Donc pour résoudre ce problème-là, c'est assez simple. Il faut mettre un nombre de tickets un petit peu important, entre 5 à 10 investissements. Il faut choisir 5 à 10 entreprises qu'on va financer. Et donc du coup, quand on investit dans 10 entreprises, on sait qu'il y en a au moins 5 qui ne vont pas aller au bout de leur aventure, mais les 5 autres, par exemple, vont aller au bout de leur aventure et vont vous permettre de récupérer largement l'investissement que vous avez mis ailleurs. Donc là, nous parlons côté investisseur. Alors, on va continuer sur cet aspect-là. Parce que ma question, c'est, vous dites qu'il faut choisir au moins 5 entreprises pour répartir son financement. Mais finalement, si je vous confie ne serait-ce que 100 €, pourquoi ça n'est pas vous qui choisissez pour nous? Parce que nous, finalement, on n'y connaît rien. Alors nous, c'est une très bonne question. Nous, notre rôle, c'est on est tiers de confiance. On va faire une sélection des entreprises qu'on propose. On sait que ce sont des entreprises viables, qui ont un fort potentiel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles vont aller au bout de l'aventure. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Elles ont un fort potentiel, elles ont une équipe structurée, elles savent où elles vont, elles ont un vrai plan. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait. Par contre, notre objectif, c'est redonner le choix quand même à l'investisseur. Plutôt que de lui dire juste investissez et puis après il y a quelqu'un d'autre qui va faire le choix, nous on va guider l'investisseur vers les projets qui peuvent l'intéresser. Il y a des investisseurs qui sont intéressés par des sociétés à fort impact sociétal. Nous on a pas mal de sociétés par exemple dans l'agritech. Il y a des investisseurs qui sont intéressés par ça, puis il y en a d'autres qui vont être intéressés par une nouvelle technologie. Bien sûr. Donc on veut aussi redonner le choix aux investisseurs dans leur choix d'investissement justement. Donc votre critère, c'est surtout, donc, comme vous l'avez dit, des choix à potentiel plutôt agricole, ou disons pour la planète. On préfère fort impact sociétal, social, écologique, etc. Alors comment vous sélectionnez maintenant les startups? Alors comment on sélectionne les startups? Le plus important dans notre activité... Et combien de dossiers recevez-vous? Parce qu'il y en a certains fonds me disaient, moi je reçois 200 demandes par jour.
Ouais, Donc c'est énorme. C'est énorme. Nous, on reçoit environ un millier d'opportunités par an. Par an. Voilà. Mais comment est-ce qu'on sélectionne les entreprises? Nous, on finance de l'innovation. L'innovation, pour qu'il y ait un intérêt pour l'investisseur, il faut qu'il y ait un fort potentiel. Donc, principalement, le premier critère qu'on va regarder, c'est le potentiel de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qui va pouvoir racheter l'entreprise dans 10 ans et combien? Alors, c'est dur de se dire dans 10 ans, dans 5 ans, d'évaluer au début, mais c'est notre métier. Et c'est ça qu'on va regarder principalement. C'est est-ce qu'il y a un fort potentiel, un jour, pour l'investisseur, de faire une plus-value. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il est très clairement humain. C'est l'équipe. C'est qui est aux manettes de cette entreprise et est-ce que ces personnes sont capables, ou ont été déjà capables par le passé, de changer le modèle de leur entreprise quand ils voient que ça ne va pas dans le bon sens, d'évoluer, de recruter rapidement, de licencier quand ça ne va pas dans le bon sens rapidement. De prendre des décisions d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et avoir une équipe structurée. Ça, c'est pour nous le deuxième critère le plus important. Après, il y a évidemment tous les critères. Est-ce que le marché est assez mûr pour accepter cette produit, nouveauté, etc. Mais vraiment, si je devais en sortir deux, encore une fois, c'est un fort potentiel de croissance et une équipe compétente et complémentaire, on le dit souvent, mais c'est quand même mieux. Georges Villetti, je vous propose une petite pause musicale et on revient tout de suite avec vous parler donc financement de start-up et comment la start-up doit faire pour vous contacter. Ce sera ma prochaine question. C'est pour vous laisser respirer. Comment? Tu as fait ça toute ta vie, genre. Ouais, c'est très bien. C'est super. Et puis après, il faudra on va continuer sur les startups, de comment elles peuvent vous contacter et comment vous faites pour les sélectionner. Je pense que c'est intéressant. Du coup, après, on va faire la transition. Après, on fera la transition. Puis vous nous direz, dans le lot, vous nous direz depuis quand vous existez, donc 2014. C'est assez récent, vous aussi. Et avec quelle somme vous êtes parti au départ? Parce que c'était vous avez fait en fait un outil internet. C'était la priorité, je pense. On a fait l'outil et après il faut qu'on ait l'agrément. Trois trucs. En fait, c'est une activité réglementée. On est allé voir l'AMF pour avoir l'agrément. C'est coûteux quand même. Et l'AMF a une demande de la trésorerie pour rassurer en fait les investisseurs. Ça va les investisseurs par chez nous et qu'ils soient sûrs que dans 2 semaines l'entreprise. Ça, on va revenir dessus donc tout de suite après la pause. Sur l'AMF et après nous on a levé 1,2 million au total. Notre développement pour créer l'entreprise. Donc vous aussi vous avez fait le parcours de la start-up. Exactement. Moi je suis entrepreneur investisseur. C'est ça qui est intéressant. Si on discute même sur le pack d'actionnaires, des choses comme ça. J'ai les deux côtés. Ouais, d'accord. Et sur les 1000, vous en prenez combien tous les ans? C'est quoi votre objectif? Le nombre de dossiers par an? Vous en prenez sur pas les 1000, beaucoup. déjà, on a à peu près 500. C'est une boulangerie, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Et on doit Et vous les prenez, ces gens, des gens comme ça? ça? On doit être 35 normalement. 35 dossiers par an? Après, on va dire que les plus inscrits. Oui, bien sûr. Mais voilà. Et vous prenez aussi des commerces? Non. Non, il faut innovation. Innovation. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas vendre un business traditionnel plus de 5 ou 10 fois le montant que vous allez mettre aujourd'hui. Si vous voulez le vendre dans 5 ans, une boulangerie, vous allez la vendre, allez, après, si elle cartonne, voilà, mais ça ne va pas prendre beaucoup de valeur. Là, l'objectif, c'est que chaque investissement puisse prendre une énorme valeur. Vous investissez dans Agrilux ou dans Voitura, l'objectif, c'est dans 5 ans, c'est 1 000 €, il soit devenu 10 000. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Le taux pour un investisseur, il faut que ce soit du 15% annuel minimum pour que ce soit intéressant. De TRI ouais, à peu près. C'est ce qu'on dit. Donc au bout de 6 ans, il faut que vous ayez doublé votre mise au moins. Au moins. Pour que ce soit. Ça, c'est un dossier, on va dire, classique. Donc si vous apportez déjà un dossier comme ça, des investisseurs souvent ils veulent pas parce que c'est pas assez. Oui. Vous avez dû avoir du mal à trouver un financeur dans la formation. Parce que c'est justement monsieur. Donc Sébastien est un bon exemple parce que c'est pas. Qu'est-ce qui a prouvé votre innovation quand vous allez les voir? Qu'est-ce qui dit qu'il y a un critère d'innovation? Parce que nous on fait de la recommandation de formation. BrickTech. Donc on innove dans la formation technique. C'est-à-dire qu'on fait plus que du présentiel, on fait aussi du numérique et du dématérialisé. On propose la bonne formation à la bonne personne. Ah oui, c'est pas la formation parce qu'on a tel prof à disposition, c'est se dire sur 3 jours donc ça, il va falloir présentiel, le dire au micro. on fait qu'une journée de présentiel, 2 jours à distance, et dans les 2 jours à distance,
vous avez du contenu qui vous concerne et qui vous fait monter en compétence. Julien, il ne faut pas qu'on y retourne là, parce que je sais pas, ça fait combien de temps? Eh bien voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous parlons financement de start-up avec SoWeFund. Et ce qui est intéressant dans le parcours de SoWeFund, c'est que son fondateur, enfin l'un des fondateurs qui est avec nous aujourd'hui, Georges Viglietti, et lui-même a fait le parcours de la start-up, puisque SoWeFund, vous l'avez créé en 2014. Il fallait donc bien au départ développer une plateforme, ça veut dire une plateforme d'intelligence artificielle, donc d'ordinateur, c'est-à-dire un outil web, hein, c'est bien ça? C'est ça. Donc comment vous allez procéder vous-même? Nous, en effet, nous sommes aussi... Donc c'est avec vos économies? Alors au début, comme chacun des entrepreneurs, c'est nos économies, c'est la love money, c'est les économies de ses proches. Et puis assez vite, nous aussi, on a dû lever des fonds, on a réalisé 2 levées de fonds, 2 augmentations de capital, une en juin 2014. Pour vous-même? Pour nous-mêmes, et une en juin 2016 également pour nous-mêmes, pour un total d'environ 1,2 million, 200 000 euros, pour développer l'entreprise, pour recruter des salariés. Alors qui vous a financé à cette époque? Nous, on a été financés par des particuliers, dont certains sont membres de notre plateforme, des réseaux de business angels professionnels dont c'est le métier qui financent des entreprises depuis une quinzaine d'années. C'est les acteurs traditionnels qui aujourd'hui investissent dans la majorité des startups. Ils existent encore, ces business angels? Ils existent encore, bien sûr. Il y a des réformes fiscales qui vont faire en sorte que le panorama des réseaux de business angels et des business angels va changer, mais ils existent encore, ils sont très actifs et chacun des gens qui ont investi chez AgriLoops et chez Voitura sont des business angels. D'accord. Donc vous avez levé plus d'1 million d'euros pour monter SoWeFund, ce fonds de financement de start-up. Donc on a vu comment, tout à l'heure, avant la pause musicale, on a vu comment nous, particuliers, on pouvait adhérer finalement chez vous et on choisit un certain nombre de projets selon ses moyens, bien sûr. Mais finalement, même si on n'a que 100 euros à investir, on peut investir et devenir financeur de jeunes start-up. Exactement. À 100 euros, on est un business angel déjà. Voilà, on commence déjà. Voilà, Est-ce qu'il y a un profil d'âge dans les financeurs ou pas? Alors aujourd'hui, oui, on est plus sur des gens aux alentours de la quarantaine, 40-50 ans qui investissent dans les startups. Mais chez nous, de manière globale, on a des étudiants, on a de tout, puisque le ticket d'entrée est à partir de 200 euros. Majoritairement, ça reste des quadras, des caca, hommes. C'est ça la majorité. Plutôt d'hommes que de femmes, donc on peut dire. En France particulier, mais ça évolue de plus en plus. En fait, chez nous, c'est beaucoup plus... Étant donné qu'encore une fois, on permet aux gens d'investir à partir de 100 euros dans les startups, donc chez nous, il y a tout un chacun qui peut venir et investir. Donc on a une moyenne d'âge, je crois, qui est aux alentours de 33 ou 34 ans. Oui, donc très jeune. Très jeune aussi, parce que ça crée du mouvement et puis les jeunes sont plus intéressés. Les jeunes financent les jeunes, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et donc, comment on sort? Si j'investis, par exemple, donc on prenait l'exemple de 100 euros, au bout de combien de temps on peut sortir? Il y a un ticket de durée obligatoire? Alors, nous, on fait en sorte de signer avec chacune des sociétés qu'on met en ligne une clause de liquidité dans le pacte d'actionnaires. Donc, c'est notre métier de gérer toutes les conditions d'entrée au capital. Et cette clause de liquidité va assurer à l'investisseur que d'ici à 5 ans, normalement, les entrepreneurs vont essayer de trouver des solutions pour revendre les parts des investisseurs. Et d'ici à 6 ans, ils vont même mandater quelqu'un, une banque d'affaires, pour trouver des solutions de sortie. Donc ça, c'est ce qu'on écrit pour rassurer et pour assurer la liquidité des investisseurs. Maintenant, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, si dans 5 ans ou dans 6 ans, il n'y a pas d'offre et que l'offre intéressante, il manque encore 2 ans de développement et l'offre intéressante, elle arrivera dans 2 ans, eh ben, on poussera peut-être à 8 ans. Comment est-ce qu'on sort? C'est au moment où on revend concrètement. C'est ça le plus basique, le schéma le plus classique pour une start-up. C'est elle revend à un industriel, à un concurrent ou à un partenaire industriel. L'autre schéma, c'est qu'elle rentre en bourse, tout simplement. Elle fait une IPO et elle rentre en bourse. Et donc du coup, là, chacun des investisseurs sont en capacité également de revendre leur part. C'est comme ça qu'on sort d'une start-up. D'accord. On ne peut pas sortir quand on veut. Donc en fait, si donc j'investis via votre plateforme, je ne peux pas sortir quand je veux. Exactement. Je suis obligé, je suis tenu pour une certaine durée selon les entreprises que j'ai choisies. Exactement. C'est de l'argent qui est peu liquide. C'est pour ça qu'il faut que ça soit restreint à une partie réduite de votre patrimoine. De son risque financier. 5% maximum de votre patrimoine. Jamais investir plus de 5% de son patrimoine dans des startups parce que c'est de l'argent qui est bloqué. Donc c'est une réflexion à avoir.
Alors, il y a des avantages fiscaux à investir dans des startups. Et il y a des avantages fiscaux à investir dans des startups. Et quand on investit dans une startup, on peut récupérer 25% de son investissement en crédit d'impôt sur son IR. Donc du coup, vous mettez 10 000 euros, sur le revenu, vous récupérez 2 500 euros sur son impôt sur le revenu, 2 500 euros, un chèque qui est tout de suite déduit de ces impôts à payer. Donc ça, c'est très intéressant. Au lieu de payer des impôts, vous pouvez investir dans des sociétés sur des projets qui vous portent à cœur, qui vous tiennent à cœur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que votre fonds, comme tous les fonds d'ailleurs, vous avez une régulation par l'autorité des marchés financiers. Exactement, on est agréé par l'autorité des marchés financiers, ce qui nous permet d'être très crédible aussi vis-à-vis de nos investisseurs. Et on a des procédures de contrôle régulières sur notre activité et sur justement la gestion de nos flux financiers, la manière dont on sélectionne les entreprises, les conditions des pactes d'actionnaires qu'on signe avec les sociétés cibles qu'on finance également. Notre profession est encadrée et heureusement, on est tiers de confiance pour nos investisseurs, c'est l'objectif. Alors, tout à l'heure, avant la pause musicale, vous nous disiez que à peu près 1000 projets vous arrivent sur le bureau, donc, mais que vous n'en sélectionnez qu'une trentaine par an. D'ailleurs, depuis que vous existez, vous avez financé 26 startups à peu près. Ouais, je crois qu'on est à 27 pour un peu plus de 15 millions d'euros. Donc ça, vous avancez doucement pour être sûr de vos investissements, j'imagine. C'est ça, et puis plus on avance, plus on grandit, plus notre communauté est importante, plus on a d'investisseurs, donc plus on investit. C'est ça aussi l'objectif, c'est que dans 5 ans, par exemple, la majorité des investisseurs en capital, en innovation, soit sur notre plateforme et passent par notre plateforme pour investir. D'accord. Et donc, maintenant, venons-en au parcours de la start-up. Alors, comment fait-elle pour vous contacter? Comment elle fait pour nous contacter? C'est très simple, elle va sur notre site. Elle peut déposer un dossier en ligne ou elle nous appelle directement. Maintenant, comment ça se passe dans la vraie vie? Nous, on est un peu dans la majorité des événements de l'innovation, l'entrepreneuriat de manière globale qui se passe à Paris et en France. Et donc, du coup, c'est à cette occasion-là aussi souvent qu'on rencontre les entreprises. Vous voulez dire que vous faites des salons? Vous faites des forums? Des concours, on est partenaire d'incubateurs, de réseaux de business angels, etc. Mais on est vraiment inclus dans l'écosystème du financement des startups et de l'innovation. Et notre métier, c'est de faire rejoindre les points en fait entre les différents acteurs pour développer les startups. Donc la startup, la première étape, c'est bien sûr vous contacter et de déposer un dossier. Ensuite, comment vous faites? Combien de temps ça prend? Ensuite, vous étudiez le dossier? Ça va prendre en fonction des retours des entreprises, parce que c'est ça, il faut qu'on ait de la donnée pour travailler. Ça va prendre entre 2 semaines à 1 mois pour étudier un dossier et le rencontrer au moins 2 ou 3 fois dans ce. Donc ça va assez vite finalement, 1 mois c'est rapide. Ça va assez vite. On veut que cette phase d'instruction soit la plus rapide possible pour après mettre le dossier en ligne et c'est aussi le public qui va décider. Les investisseurs qui vont dire moi ça m'intéresse, donc j'investis. Si j'ai une multitude de personnes qui investissent 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, et ben c'est aussi les investisseurs qui vont décider à la fin quand les entreprises ont un vrai potentiel. Voilà. Alors j'ai remarqué que vous aviez un camion également qui prend la route. Qui est à la recherche de pépites, c'est ça? En 2018, vous avez lancé ce camion. On organise également un événement. Alors, c'est pas un food truck cette fois, c'est un fund truck. C'est un fund truck, c'est ça, c'est le camion du financement. Oui. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de parler de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de faire en sorte que les Français investissent dans des startups. Et donc, du coup, avec ce camion, on sélectionne c'est un appel à projet. Ouais, c'est le camion des années 60. C'est un vieux Citroën. Et on sélectionne des entreprises. Et ces entreprises, après, on les fait pitcher dans ce camion à plusieurs endroits en France. D'accord. Par exemple, on va aller dans une ville, Bordeaux, et on va pitcher à 4 endroits différents dans cette ville, dans le camion, dans la rue. C'est un vrai exercice pour des entrepreneurs, c'est assez stressant. Et devant un jury d'investisseurs professionnels, de dirigeants de fonds d'investissement, de patrons de start-up locales, de business angels. Donc du coup, c'est vraiment une vraie expérience pour eux. Alors, est-ce que c'est comme ça que vous avez rencontré la personne qui est à vos côtés, Jérémy Cognard? C'est comme ça que vous êtes rencontrés par le Fund Truck? Alors nous, on ne s'est pas rencontrés par le Fund Truck, on s'est rencontrés à un événement lié à l'innovation justement. Et c'est là qu'on a commencé à discuter ensemble avec SolryFund. Et ensuite, on a eu une première réunion, une deuxième réunion, vraiment comme l'a évoqué Georges. Et c'est là qu'on a décidé d'avancer avec eux pour notre levée de fonds. Alors, il faut dire que vous avez créé AgriLoop. Expliquez-nous ce projet qui est en cours, donc depuis quand et comment vous est venue cette idée? Alors, Georges a parlé d'agritech, donc nous, on se retrouve vraiment dans l'agritech. Notre objectif, c'est de développer le modèle alimentaire, l'alimentation de demain pour avoir des produits plus respectueux de l'environnement, plus proches du consommateur et plus sains.
Donc pour ça, on est en train de concevoir des nouvelles fermes qui vont nous permettre d'offrir aux consommateurs des produits de la mer, comme je le disais, plus sains, plus respectueux de l'environnement, plus proches du consommateur. Donc vous avez ciblé principalement la crevette, vous me disiez tout à l'heure. C'est ça, puisque en effet, on utilise une technique qui s'appelle l'aquaponie, qui nous permet donc de recycler les rejets, les effluents polluants des poissons ou des crustacés en fertilisant pour faire pousser des légumes. Donc avec un seul intrant, donc un seul apport, ce qui est l'aliment pour poissons, on peut à la fois produire des poissons et des légumes frais. Donc cette technique, l'aquaponie, elle est déjà utilisée par plusieurs entreprises parce qu'elle permet d'utiliser moins de ressources, moins d'eau, moins d'intrants. En France ou à l'étranger? Elle est utilisée en France par quelques entreprises, aussi à l'étranger, mais classiquement sur des espèces d'eau douce, comme du tilapia, comme de la carpe, qui sont plutôt des espèces à faible valeur ajoutée et qui n'ont pas des énormes marchés, surtout en Europe en fait. Ce qui peut entraîner certains problèmes de rentabilité, puisqu'au final, c'est la partie aquacole qui coûte la plus cher à opérer, à construire, et qui est peu rentabilisée. Donc nous, on est parti de ce constat pour innover sur cette technique et faire de l'aquaponie en milieu salé, qui nous permet donc d'élever des espèces aquacoles marines à haute valeur ajoutée, comme la crevette. Voilà, parce que vous avez une formation, il faut dire, d'agronome. Exactement. Moi et Romain, donc, qui est le cofondateur, on est tous les deux ingénieurs agronomes diplômés de Rennes. Et moi spécialisé en production des plantes et Romain en aquaculture, donc vraiment des compétences complémentaires. Ah oui, vous êtes complémentaires tous les deux, vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, comme on dit. Ça. Et c'est ça qui vous a donné... alors ce projet, comment ça vous est venu? Vous avez été voir d'autres fermes de ce type au départ? C'est ça qui vous a donné l'idée de faire ça en France? En fait, ouais, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à travers nos études et à travers nos expériences à l'étranger, Romain il est allé pendant plusieurs mois en Amérique centrale et il a vu comment se faisait la production aquacole et comment se faisait la production de crevettes notamment. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les crevettes aujourd'hui, elles sont produites en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, aussi à Madagascar, mais principalement en Amérique centrale et en Asie du Sud-Est, avec souvent un fort impact sur l'environnement. Elles sont ensuite exportées congelées dans des containers réfrigérés. Elles vont parcourir environ 10 000 km avant d'arriver dans nos assiettes. Et aujourd'hui, la creveticulture, elle est responsable de la destruction de plus d'1,5 million d'hectares de mangroves. Et c'est en partant de ce constat et en se disant qu'il y avait vraiment d'énormes enjeux à résoudre qu'on s'est dit qu'il faudrait, grâce à nos compétences, produire différemment, essayer de produire mieux pour offrir aux consommateurs un produit unique. C'est donc une crevette garantie jamais congelée, élevée en France, donc près du consommateur, et avec un objectif de l'élever sans antibiotiques pour avoir un produit plus sain et qui répond vraiment à la demande. Et grâce à notre technologie, à notre technique, à nos fermes, qui sont aquaponiques, on va pouvoir en plus offrir aux consommateurs des légumes frais qui vont être produits grâce à notre crevette. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un changement de profession finalement pour un agriculteur. Il faudra être éleveur de crevettes, puisque vous avez pris l'exemple de la crevette, et puis en même temps, savoir cultiver des légumes. C'est vrai qu'il va falloir... c'est une autre profession finalement, une nouvelle profession. C'est une sorte de diversification en fait qui permet d'améliorer la production. Et nous, comme on l'imagine, c'est dans un premier temps être producteur, donc opérer nos premières fermes et vendre nos produits pour ensuite pouvoir mettre sous franchise nos technologies auprès de différents acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors Jérémy Cognard, je vous propose une petite pause et puis après vous allez nous expliquer comment vous voyez cette nouvelle profession du futur, l'aquaponie, donc devenir à la fois éleveur de crevettes et agriculteur. Oui, on a un autre dossier qui s'appelle Entomofarm, qu'on a financé. Ils font pareil. Eux, ils amènent... Les agriculteurs, ils ont de l'espace. Et ils ont souvent, aujourd'hui, pas grand-chose à mettre dedans. Eux, ils produisent des insectes. C'est ça leur métier. Ils produisent des insectes. C'est ceux qui veulent nous faire manger des vers, là? Non, ils ne veulent pas nous en faire manger, ils veulent le faire manger aux poissons. Ouais. Ah oui. Nous, on fait la C'est quand même c'est de la protéine. Oui. C'est hyper protéiné. C'est quand même plus logique que de faire manger des poissons sauvages à des poissons d'élevage. C'est quand même plus logique. Et comment ils ont un problème? Ils disent, mais moi je fais des insectes, je les crée, donc ça c'est facile. Et après pendant 21 jours, il doit grossir mon insecte, il grandit. Et après, au bout de 21 jours, je le broie. J'en fais de la farine, de l'huile, etc. Mais le problème, c'est que ça prend de la place, les insectes. Sur 21 jours, ça prend beaucoup de place. Et on ne peut pas les mettre sous terre, ça prend beaucoup de place. Comment ils font? Ils amènent ces insectes pendant 21 jours chez l'agriculteur. Eux, ils sont à Bordeaux, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ils ont un partenariat. C'est une entreprise que vous financez? On l'a financé déjà. Vous pourrez intervenir tout à l'heure. Oui, je vais parler sur toute celle-là, parce que je suis parti. Voilà. Et
du coup, vous voyez le truc, c'est juste, ils ont redonné aussi du pouvoir aux agriculteurs qui gagnent de l'argent, qui ont gagné moins, et ça leur permet de gagner de l'argent. Et les agriculteurs, ils vont stocker les insectes et les ramènent 21 jours plus tard dans l'usine principale, et ils vont tout broyer. Ils ont résolu leur problème de stock. D'accord, donc en fait, ils ramènent les insectes pour les faire broyer, et après ils les récupèrent pour donner... Et après, c'est la société qui les vend. Et en fait, l'agriculteur, lui, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une sorte de loyer, une sorte de mensuellement tous les mois. Il les utilise pas pour lui forcément. Il les utilise pas parce qu'il y a plein de locaux. Non mais je croyais moi que c'était aussi pour sa propre... Et certains en prennent aussi. D'accord. Pour nous, c'est un modèle différent. Oui. Mais c'est intéressant de s'appuyer sur les agriculteurs, ça veut dire. On y va là ou pas? On y va. Vous voyez, juste quand ça redescend. Pas de souci. On y va dans quelques secondes. D'accord. Donc Jérémy, je vous repasse la parole. Voilà, aujourd'hui, nous parlons financement d'entreprise avec So We Fund, spécialisé dans des fonds de financement de jeunes startups bons pour la planète, on va dire, donc ou à but social. Et justement, aujourd'hui, la startup, une des deux startups, c'est AgriLoops avec Jérémy Cognard. Nous parlions de votre projet, donc qui est l'aquaponie, cette technique qui développe un nouveau métier finalement, c'est-à-dire devenir éleveur de crevettes en l'occurrence pour vous, et en même temps agriculteur de tomates cerises, si j'ai bien compris, et d'autres légumes. Donc, oui, comme on le disait, nous on fait des fermes qui nous permettent, grâce à cette technique, de produire à la fois des crevettes garanties jamais congelées, délicieuses, et élevées sans antibiotiques. Sans antibiotiques, c'est ça quand même qui est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'elles soient jamais congelées, puisqu'aujourd'hui, la quasi-totalité des crevettes, elles sont congelées, alors que le fait d'avoir une crevette non congelée, ça permet vraiment d'avoir une crevette délicieuse avec un goût différent. Et en association avec ces crevettes, grâce à ces crevettes, on peut produire des légumes qui ont plus de goût, comme je le disais, une tomate cerise avec plus de sucre, plus de vitamine C, qui est plus charnue grâce à notre milieu salé, ou encore un mélange de salade plus original, plus goûtu, composé de roquettes, de salicornes, d'huîtres potagères. Et donc nous, on conçoit ces fermes qui sont rentables, et l'objectif dans un premier temps, ça va être d'être opérateur de ces fermes, comme je le disais, pour vendre nos produits, et ensuite pour pouvoir les mettre sous franchise auprès de différents acteurs, une fois qu'on aura montré cette rentabilité. Alors, au niveau de votre projet, vous en êtes où en ce moment? Vous avez levé combien de fonds? Alors, c'est pour ça qu'on est rentré en contact avec So We Fund. C'est qu'après avoir montré que notre nouveau procédé fonctionnait en laboratoire, après avoir fait notre preuve de concept, on est en train de passer au prototype pour montrer que nos fermes, elles fonctionnent en situation de production, mais à petite échelle, avec le prototype. Et là, on est en train de rechercher 500 000 € pour nous permettre d'opérer ce prototype, d'aller voir nos clients et de leur montrer nos produits pour avoir des premières lettres d'intérêt avec des restaurateurs, des épiceries fines, des poissonneries, mais aussi des grossistes, et pour travailler sur nos actifs de propriété intellectuelle. Et ça va nous permettre d'avoir toutes les clés en main pour nous permettre à l'avenir ensuite de construire notre première ferme avec une seconde levée de fonds. Voilà, donc pour l'instant, vous avez développé votre projet en laboratoire, on va dire. Là maintenant, votre prochaine étape, c'est de développer cette première ferme. Ce prototype. Vous appelez ça un prototype. Une petite ferme qui a petite échelle. Qu'est-ce que vous appelez petite? C'est-à-dire en nombre d'hectares, en nombre de places, il faut combien? Aujourd'hui, c'est assez petit, hein, comme je le disais, c'est 100 mètres carrés, ce qui permet de produire environ une centaine de kilos de crevettes et 200 kilos de légumes, et d'avoir des productions qui sont suffisantes pour aller voir nos clients et montrer nos produits et vraiment montrer le goût de nos produits, et montrer que ça fonctionne avec des technologies quasiment industrielles, je dirais en quelque sorte, qui ensuite vont nous permettre de pouvoir passer à grande échelle et construire nos fermes. Voilà, et donc après vous allez en quelque sorte franchiser, si je puis dire, ce concept. C'est ça, c'est l'objectif sur le long terme. Une fois qu'on aura montré que nos technologies elles fonctionnent avec nos premières fermes, on pourra aller le franchiser, et là on a différents acteurs en tête, à la fois des aquaculteurs qui souhaiteraient se diversifier et avoir une nouvelle activité, ou encore des gens qui sont dans le maraîchage, ou des grands agriculteurs qui là aussi auraient de l'espace et qui potentiellement souhaiteraient se diversifier, puisqu'on a déjà des retours d'agriculteurs qui sont intéressés par ce genre de diversification, ou encore aller voir d'autres acteurs, par exemple des acteurs du retail qui pourraient être intéressés par ce genre de choses aussi. Alors vous avez basé votre premier projet sur la crevette et puis donc les tomates cerises et certaines salades. Est-ce qu'à terme ça peut être développé avec d'autres crustacés ou poissons? Légumes.
Ou d'autres légumes, bien sûr. Nous, notre objectif, c'est vraiment à l'avenir accompagner le marché de l'aquaculture, puisque aujourd'hui, plus de la moitié des produits de la mer qu'on mange proviennent de l'élevage aquacole. Et donc, on conçoit nos fermes de manière polyvalente pour que plus tard, elles puissent nous permettre de faire d'autres espèces aquacoles et pas spécialement que de la crevette. Donc finalement, c'est que nous, la France, on soit beaucoup plus autonome en production de poissons et de crustacés, c'est ça votre objectif. Ouais. Donc, on va rappeler, si on veut vous contacter, comment fait-on si on veut investir? Alors, si on veut investir chez nous, on peut aller sur www.sowifund.com et ensuite, il y a une page spécifique pour AgriLoops qui explique vraiment toutes nos étapes, qui s'écrit AGRIL2OPS. Exactement. Et sinon, on peut aussi aller sur www.agriloops.com, AGRILOOPS, et là, soit aller sur Sowifund ou soit nous contacter directement dans la rubrique Contact. Merci. Le plus simple, c'est toujours d'aller sur Sowifund pour toutes les sociétés dont on va parler aujourd'hui. Oui, parce que de toute façon, Georges, vous avez financé d'autres entreprises de ce type déjà. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 9 entreprises, 9 opportunités d'investissement qui sont disponibles pour les investisseurs. Donc, nous, notre objectif, c'est de toujours avoir des produits à proposer à nos investisseurs. Et nos produits, c'est les startups qu'on présente. Voilà, alors la deuxième... Sachant que l'AgriLoop, c'est le meilleur projet actuellement sur la plateforme. Non. on dit ça dans l'oreillette aussi. Bah oui, mais alors votre projet, Sébastien, parlons-en. Je permets de dire ça parce qu'on a fini notre levée de fonds, nous. Donc, on n'est plus sur, en mode levée de fonds. Alors, donc Sébastien, vous représentez la deuxième start-up du jour qui accompagne Sowifund. Grâce à eux, vous avez trouvé votre premier financement. C'est ça, exactement. Vous avez levé combien grâce à eux? On a levé à peu près 450 000 euros. Oui, ce qui est une belle... En equity, donc ce qu'on appelle en capital social. Et, alors, expliquez-nous votre... Ce qui nous permet de, vu que votre société. Jours, c'est la journée de l'emploi à Paris, d'après ce que vous disiez. Oui. Ça nous permet de recruter aussi 4 emplois dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous recherchez dans les prochaines semaines? Alors, on va faire un appel. Non, mais c'est vous verrez sur notre profil LinkedIn de la société, il y a toutes les offres décrites. Je pense que ça sera c'est le meilleur moyen de recruter, c'est LinkedIn. C'est un bon outil, ouais, on va dire. Alors, nous, on est une société de formation technique dans les métiers de l'eau. Notre objectif, nous, c'est de former plus rapidement et à moindre coût le personnel technique. Le personnel technique, ce sont les ingénieurs, les ouvriers, les techniciens, dans les secteurs de l'eau. Ça, c'est notre premier secteur, c'est notre secteur historique. C'est pour ça que votre entreprise s'appelle Watura. Tout à fait, Watura. Et donc, on forme les personnes qui exploitent les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, les stations de traitement d'eau potable et les stations de traitement d'eau usée. En France et à l'international. On réalise 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, en Afrique principalement. En Afrique, l'enjeu de la formation professionnelle, donc la formation du personnel technique des infrastructures est énorme, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 5% de personnel qui est formé au métier technique. Donc il y a un énorme enjeu là-dessus. On a un vrai savoir-faire en France dans les métiers de l'eau. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir former les gens plus rapidement et à moindre coût, de proposer des nouvelles solutions grâce aujourd'hui au numérique. Le numérique nous permet de former à distance, nous permet de granulariser la formation. C'est ce qui fait votre spécificité, j'allais dire, parce qu'une entreprise de formation, il y en a des tonnes en France. Exactement. Et donc, j'imagine que ça ne doit pas être facile de se faire financer quand on propose de la formation. Non, c'est vrai que nous, on est plus sur un business B2B par rapport à AgriLoops, qui peut être peut-être plus sur un B2C, qui parlera peut-être plus aux consommateurs finaux. Nous, on s'adresse plus aux grands groupes industriels. Alors, votre spécificité, c'est justement de proposer du digital, comme vous veniez de le dire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, nous, on a bien sûr un réseau de formateurs pour la formation présentielle. Ça, on le gardera toujours. C'est très important, surtout dans les métiers techniques, de transmettre le savoir-faire. Ensuite, il y a le savoir qui peut, lui, être dématérialisé, transformé en petites capsules de formation vidéo de quelques minutes pour pouvoir former du personnel à tout moment, sur n'importe quel support et partout dans le monde. Et c'est également des supports qui peuvent être facilement traductibles en d'autres langues et qui peuvent s'adapter également au niveau de départ et au métier des gens qu'on forme. Donc vraiment... Voilà, une formation sur mesure. Je vois l'intérêt de l'entreprise, c'est de dire finalement, on peut prendre une session de formation, non pas parce qu'il y a des disponibilités de professeurs, mais parce que j'ai un besoin et je ne fais que le besoin technique dont le salarié va profiter. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent dans la formation classique
10 personnes qui arrivent en salle de classe, en salle de formation, qui ont tous un niveau différent parce qu'ils ont un passé différent, des expériences différentes. L'objectif, c'est de personnaliser la formation, donc recommander la bonne formation à la bonne personne pour que toutes les personnes qui arrivent le jour J en formation présentielle aient tous le même niveau, ne décrochent pas, que la formation présentielle soit très efficace et qu'elle soit vraiment voilà, optimisée. Ça, c'est notre objectif. Et pour ça, on développe donc du contenu. C'est pour ça qu'on a fait cette levée de fonds. Donc on va dématérialiser à peu près une 50aine d'heures de formation vidéo et on va développer également une plateforme avec des algorithmes de recommandation pour pouvoir recommander la bonne formation en fonction des référentiels métiers du ministère de l'Emploi. D'accord, donc vous allez être en partenariat avec les ministères et c'est pour ça que vous avez besoin de fonds pour développer toutes ces plateformes numériques. Exactement, c'est ça. En fait, on a pas mal besoin de fonds pour 3 choses, du contenu, notre brique technique, technologique, et puis faire la partie commerciale en France et à l'international. Donc pour le moment, vous êtes toujours en projet, vous ne pouvez pas commercialiser, si vous commercialisez quand même la formation? Aujourd'hui, on réalise 400 000 € de chiffre d'affaires sur la formation présentielle, et dès 2019, on pourra faire à peu près, notre prévision, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires sur du présentiel et du distanciel. D'accord, donc il faut aller assez vite. L'objectif, c'est d'aller vite. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous recherchez comme profil? Vous disiez que vous alliez embaucher des développeurs? On cherche des développeurs, ceux-là, on les a. C'est surtout des personnes qui vont nous permettre de produire du contenu, donc un chef de production vidéo, audiovisuel, un Learning Project Manager, c'est ce qu'on appelle une personne qui puisse nous aider sur la conception au niveau pédagogique et expérience utilisateur donc de notre plateforme, qui a une vraie formation, une vraie expérience en formation professionnelle. Et puis ensuite des business développeurs, et puis des ingénieurs dans les métiers de l'eau aussi. Voilà, parce qu'il faut tous ces conseillers pour pouvoir faire une bonne entreprise. Exactement. Alors vous allez être basé où? Nous, on est basé à Neuilly-sur-Seine, et au moins jusqu'à la fin de l'été, et ensuite on restera en première couronne, mais on cherchera des locaux un peu plus grands pour faire la production audiovisuelle. Vous n'avez pas choisi de vous faire incuber quelque part? L'incubation, c'est vraiment au tout début, quand vous avez une idée, vous souhaitez vous faire accompagner pendant les quelques mois. Nous, on n'en est plus là. Nous, on fait déjà du chiffre d'affaires, on a déjà des clients, donc on n'est plus en phase d'incubation. Maintenant, on est en phase de développement, pivot. Alors, vous avez créé cette structure quand? On l'a créée en 2010. En 2010, ah oui, donc ça fait déjà il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Ce qui nous permet aujourd'hui, on fait notre première levée de fonds au bout de 8 ans. C'est vrai que c'est un peu tard, souvent on lève de l'argent bien en avant. Mais on est en B2B. Le plus important pour nous sur des projets comme ça, c'est d'avoir les clients. Les process, vendre à des grands groupes, c'est très long. Il faut faire ses preuves. Donc ça, on le fait aujourd'hui. Et puis d'avoir du chiffre d'affaires, et puis monter son réseau de formateurs, tout ça c'est très long. Et voilà, on en est aujourd'hui à un pivot. Vous avez préféré vous financer vous-même finalement, la love money comme on dit, plutôt que de faire appel tout de suite à des fonds de l'extérieur. Oui, tout à fait, c'est ça. D'accord, donc ça c'est un choix personnel. Oui, tout à fait, ça dépend des business models, des secteurs d'activité. Je pense qu'il n'y a pas de règles établies, de chemin parfait, idéal. Ça dépend vraiment des clients aussi. Le client est quand même le décideur. Voilà, vous avez préféré assurer vos arrières, c'est-à-dire d'abord je veux avoir des clients avant de continuer à développer, ce qui est assez rassurant pour des investisseurs. Du moins, c'est notre histoire. Après, chaque start-up a son histoire. Nous, ça, c'est notre histoire à nous. Merci Sébastien Régal. On revient avec vous trois dans quelques minutes. Je vais vous proposer une petite pause musicale et puis ensuite on entendra la chronique RH du jour. À tout de suite. Après, on lance tout de suite la chronique RH. Enchaîner direct la chronique. Ouais, voilà. Non, enfin, je lui dis bonjour quand même. Hein. Okay. Oui, parce que Bruno n'est pas là. Donc, Et puis après, c'est à vous que je donne la parole pour un petit mot de conclusion. D'accord. Peut-être que vous pouvez nous parler des projets, des autres projets en cours. Parce que vous dites qu'il y en avait 9. Hein? Je me rappelle. Est-ce que ça va? Il ne faut pas que t'en oublies un, sinon je vais faire la nuit. Je ne pourrais pas dire tout ça. Non, bah vous faites comme vous pouvez. Hein. Non, mais c'est vrai, en fait, moi j'ai des investisseurs qui m'ont dit
Ah, et si on va sur la plateforme pour mettre de l'argent sur le tien, tu vois des gens qui voilà, et qu'on trouve d'autres projets qu'on préfère. Oui, mais alors, il y a un truc qui ne va pas, c'est que si sa levée est terminée, par exemple, mais que moi, j'ai entendu l'émission d'aujourd'hui, je veux aller sur cette entreprise, je peux encore? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est finie. Ça vient de se terminer. Et pourquoi est-ce qu'il faut une durée comme ça, limitée dans le temps? Il faut pas passer derrière, il faut... Oui, mais vous Nous, ça pourriez fait être déjà content. depuis 2 mois. D'accord, On est vous sur la pourriez être plateforme. content d'avoir d'autres... Bah non, il y a un moment, il faut arrêter parce que puis, les autres investisseurs... Quand on fait rentrer des investisseurs, pour le fondateur, c'est aussi une dilution. Il perd une partie de son capital. Combien vous avez perdu? Moi, j'ai ouvert entre environ 30%. Parce que la majorité, c'est 35, d'après ce que j'ai compris. C'est entre 20 et 40% sur un tour d'affichage. Voilà. Non, mais en fait, il y a un moment, par exemple, si vous voulez mettre 100 € dans un mois, vous ne pouvez plus parce qu'il y a aussi toute la paperasse juridique à faire derrière. C'est quand même... Bon, on y va? Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait le Après le temps. refrain, on y va. Ouais, Je lui passe la main, vous lui dites bonjour et j'enchaîne. voilà, avec la chronique. c'est ça. Ok, c'est bon. Pour la chronique RH, vous nous proposez du baby-foot. Bonjour. Il paraît que dans la Silicon Valley, Californie, un des indicateurs Non, nous, en studio. Ah, pardon. de la région est le chiffre d'affaires des entreprises. Si qui vous avez envie de vendent réagir, vous avez le droit. Des baby-foot. Oui, j'ai bien dit des baby-foot, comme ceux que l'on trouve dans la plupart des bistrots français. Quel rapport entre la bonne santé économique de la Silicon Valley et le nombre de baby-foot vendus? Allez, je vous laisse 5 secondes de réflexion. C'est très simple. Là-bas, dès qu'une start-up commence à générer de la marge, un de ses premiers achats, c'est un baby-foot. Oui, ce respectable jeu bistrot, Vous êtes d'accord? Vous en avez un? pratiqué assidûment Oui. dans ma jeunesse, Non. C'est est un peu star. devenu dans le haut lieu du renouveau économique le symbole de l'entreprise qui Par marche, contre, aux États-Unis, de l'entreprise cool, où le travail et le jeu vont de pair. Ce n'est pas stupide. Le baby-foot est un jeu d'équipe qui développe l'esprit de compétition et la concentration. C'est un bon moyen pour détendre les geeks qui passent des heures sur leurs écrans à développer les applications qui sont en train de changer le monde. C'est aussi dans la Silicon Valley et dans quelques entreprises françaises, sinon libérées mais au moins participatives, où la qualité de vie au travail et les relations humaines comptent autant que le chiffre d'affaires, enfin presque, le symbole d'un changement de paradigme. L'entreprise n'est plus ce lieu où l'on vient faire des heures pour gagner son salaire à la sueur de son front, mais un lieu de vie où l'on rencontre des amis, on travaille, on joue, et parfois même on se relaxe ou on médite. Ce n'est pas un hasard. Souvenons-nous, Apple, Google et les autres, des expériences ont montré que des salariés qui se sentent libres, qui peuvent jouer, se reposer, bref, faire presque tout ce qu'ils veulent, à la seule condition d'atteindre les objectifs qui leur ont été fixés ou d'être créatifs, sont beaucoup plus efficaces, accessoirement plus heureux, Georges, que ceux qui sont soumis à un vous contrôle aurez 2 sévère dans un minutes, cadre pas plus, pour conclure sur les baby-foot projets n'est en pas cours obligatoire. sur lesquels on peut Et je investir. vois dans les Et entreprises puis, que je je vais vous rencontre relancer en fleurir ce nouveau mode de travail. vous demandant La RSE combien et le bien-être au l'entrepreneur travail doit deviennent abandonner des de son thèmes capital incontournables pour les chefs d'entreprise. pour Et aussi pouvoir pour les permettre- salariés On y de retourne dans talent 10 secondes. qui préfèrent les entreprises 10 secondes. banales, Donc vous aurez 3 minutes. petits chefs. Je vous remercie. Merci beaucoup Georges-Olivier Carré. Alors le baby-foot, Georges, donc Viglietti, vous êtes président de Sowe Fund, un fonds qui finance des startups. Est-ce que vous l'avez le baby-foot? Je l'ai, mais c'est pas l'entreprise qui l'a payé, c'est le mien. À titre personnel, c'est le cadeau de mes 30 ans de mes amis. Mais je l'ai, évidemment, dans la start-up, il y a un baby-foot chez nous. Et tout le monde peut jouer dans la start-up, dans Évidemment. votre... D'accord. Alors, on parle financement des startups, mais combien faut-il qu'un chef d'entreprise de start-up abandonne pour pouvoir faire ses premières levées de fonds? Alors après, ça dépend tout le temps du projet. Mais l'idée, quand on fait une levée de fonds, c'est qu'on va valoriser son entreprise au moment où on réalise sa levée de fonds. Par exemple, AgriLoops a décidé de dire mon entreprise, elle vaut tant parce que j'ai déjà développé telle technologie, j'ai déjà tel contact commerciaux, alors en mettant plein d'arguments qui vont dire qu'en effet, son entreprise vaut tel prix. Voilà, ça c'est comment ça fonctionne. Après, dans la vie de tous les jours, quand on regarde un petit peu les entreprises qui ont été financées ces 5 dernières années, on voit que dans les tours d'amorçage, donc dans les premiers tours
des tours quand les gens lèvent moins de 1 million d'euros. En général, il y a des pertes de capital entre 15 à 35-40% de l'entreprise qui est perdue au profit des investisseurs. Chez nous, je crois que le moyenne est plus aux alentours de 23% à chaque fois sur les deals quand les investisseurs arrivent. Aujourd'hui, vous avez amené donc 2 jeunes startups avec vous, une qui est en cours de levée de fonds, l'autre qui vient de finir. Hein, c'est Watura qui vient de terminer sa levée de fonds. Quels sont les autres projets sur lesquels on peut investir en ce moment? Alors, comme je vous disais, nous, on fait en sorte aujourd'hui de mettre de plus en plus de sociétés qui ont un fort impact sociétal, environnemental, etc. Le premier est avec un objectif économique important. Donc, en plus de AgriLoops, on a mis une autre société sur ce sujet-là qui s'appelle Osmia, qui est spécialiste de nouvelles solutions de pollinisation. Donc, c'est sur le sujet des abeilles, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Oui, vrai sujet. Les abeilles sont en train de mourir et c'est très important pour polliniser l'intégralité de la faune et de la flore. Après, on a une autre société qui s'appelle Lovebox. Lovebox, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte en bois que vous déposez chez votre compagne, par exemple. Et dès que vous voulez lui envoyer une petite attention, vous pouvez lui envoyer un message sur cette boîte en bois et vous allez avoir un petit cœur. Ça redonne du sens réellement à des objets. C'est comme un SMS, mais avec un vrai objet qui fonctionne réellement. Et vous allez avoir un petit cœur qui va tourner et qui va vous indiquer que votre amoureux ou quelqu'un pense à vous. Et donc, du coup, vous allez pouvoir regarder ce message. C'est un projet qui fonctionne très bien et qui recrée du contact et du lien dans une société où il y a un peu moins de liens et on a évidemment des dizaines et des dizaines de messages, un SMS, un WhatsApp, etc. Tout est perdu. Et ça redonne vraiment une vraie consistance au message qu'on envoie via ce produit. Je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a beaucoup. Je vais en citer un autre qui s'appelle Sport Quantum. Sport Quantum, c'est une solution qui permet de mesurer très précisément les tirs des sportifs, des athlètes de haut niveau qui sont des tireurs, comme Martin Fourcade par exemple. Quand il s'entraîne, il doit être sûr de où part sa balle. Et là, on peut le mesurer grâce à cette nouvelle solution, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on avait des cibles en papier, vous voyez bien. Mais là, grâce à cette nouvelle solution qui est un produit technologique, on peut mesurer au micron exactement la précision de chacun des tirs. Donc pour les sportifs de haut niveau, pour les tireurs de haut niveau, c'est une vraie application. Voilà, notre métier, c'est de prendre des entreprises dans tous les secteurs, de manière généraliste, avec, comme je vous l'ai dit, une filière vraiment impact, et de proposer donc à nos investisseurs différentes opportunités. Merci beaucoup, Georges Viglietti. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de So We Fund. Vous étiez accompagné de Sébastien Rigal, fondateur de Watura, et de Jérémy Cognard, fondateur d'AgriLoops. Merci à tous les trois pour votre présence. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On vous retrouve demain. Demain, on parlera où en sont la transformation des entreprises et notamment avec le e-commerce, la transformation digitale, je veux dire. Donc à demain. Très bonne journée à vous tous. Le soleil arrive enfin et on nous apprend un beau week-end.